Bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui pour ce épisode, une première pour moi. Je m'appelle Jessica Lombard, donc comme ça a été dit, je suppose. Je suis philosophe, docteur en philosophie et je travaille à l'Université catholique de Lille actuellement. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, je l'ai intitulé Dévoiler la mesure de l'humain, de la controverse de Valladolid au tribunal de l'IA. Pourquoi ces deux pôles? Eh bien, parce qu'à mon avis, tout d'abord, voir plus loin, c'est aussi voir auparavant. C'est-à-dire pouvoir s'inspirer des éléments historiques, des éléments existants dans nos réalités concrètes qui ont eu lieu, afin de mieux décrypter le présent, d'une part, mais aussi de pouvoir se situer plus correctement dans un futur éventuel. Et voir plus loin, eh bien, ça va être également, à mon sens, pouvoir voir autrement. C'est-à-dire pouvoir déterminer, déceler dans le monde actuel un ensemble d'altérités, par exemple bien, les animaux, les milieux naturels, etc., et pouvoir les prendre en considération correctement. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un élément qui va être un petit peu historique, avec l'idée de la controverse de Valladolid que j'ai mentionnée, mais aussi un élément basé sur de la science-fiction, avec cette idée de tribunal de l'IA et de dévoiler la mesure de l'humain. Et les gens qui connaissent un peu Star Trek ont peut-être une idée de là où je veux en venir. Pour les autres, ça va pas être très long avant qu'ils le découvrent. Star Trek, donc, je vais commencer par ça. Une grande série de science-fiction, une franchise qui s'étale des années 60 à nos jours, quelque chose d'assez faramineux en termes de contenu philosophique, social, politique, éthique. J'ai choisi à l'intérieur de cet ensemble un épisode qui a lieu dans The Next Generation avec comme capitaine principal le capitaine Picard, joué par Patrick Stewart. Ce qui est intéressant dans l'épisode que j'ai choisi, bon, il s'appelle Measure of a Man, ou Être ou ne pas être en français. Donc, Être ou ne pas être, Shakespeare, normalement, c'est connu, il n'y a pas de souci. Peut-être un petit peu moins connu, la question de la mesure de l'humain, la mesure de l'homme. Measure of a Man, c'est une citation de Protagoras. Je reviendrai dessus. Ce qui est intéressant dans cet épisode, c'est qu'il traite d'un androïde qui s'appelle Data. Alors Data, eh bien, c'est littéralement un robot assisté d'une IA, c'est-à-dire ce qu'on appellerait aujourd'hui une IA forte. Ça n'existe actuellement pas, bien entendu. Mais Data, c'est un personnage qui a développé beaucoup de capacités d'adaptation, beaucoup de capacités de raisonnement logique, et donc c'est un personnage qui fonctionne très bien en société. Il a été créé par un scientifique de génie, aujourd'hui décédé, et là on voit vraiment qu'il reconduit finalement quelque chose de très connu, la posture de la créature de Frankenstein, créée par un scientifique de génie, unique en son genre, d'accord? Une sorte de simulacre de vie. Et là, ce qui est intéressant, c'est que là où la créature de Frankenstein, eh bien, elle se fait criminelle, tout simplement, du fait de ne pas finalement avoir assez d'amour, avoir assez d'interaction, avoir assez de sympathie, d'empathie de la part de son créateur, eh bien, pour Data, ça se passe plutôt bien. Et donc, Data fonctionne très très bien sur les vaisseaux de Starfleet. Et à tel point qu'il est contacté par un scientifique qui s'appelle Maddox. Maddox qui va présenter à Data un sujet d'étude, il a envie de créer plus d'androïdes, plus de data pour que ça fonctionne mieux, tout simplement. Et cela doit se faire à travers l'aide de Data, tout simplement parce que Data, pour que ça se fasse, doit se faire démanteler et reconstruire éventuellement après. Mais le problème, c'est que ce démantèlement de Data, eh bien, naturellement, c'est une mort symbolique, très forte. Mais c'est aussi éventuellement des risques techniques, parce qu'il est possible qu'à la suite de cette reconstruction, il perde sa mémoire vécue, c'est-à-dire ses expériences, ses sensations, ses ressentis, parce qu'on sait aujourd'hui que la mémoire n'est pas uniquement factuelle, bien entendu, elle est vécue. Et du coup, Data, étant donné les risques, va refuser la procédure, et il va être forcé presque de démissionner. Et de ce fait, Maddox, et c'est là où vraiment on a une confrontation, Maddox va lui opposer quelque chose d'assez fort, qui est que Data, finalement, certes, c'est un androïde intéressant, mais finalement, c'est une machine. Et du fait d'être une machine, c'est une propriété. Il est appropriable, c'est-à-dire, c'est exactement votre ordinateur, votre voiture. Si votre voiture, vous l'amenez chez le garagiste, elle n'a pas le droit de refuser sa révision, tout simplement. Pareil pour votre ordinateur, il ne peut pas refuser sa mise à jour. Donc, Data ne peut pas refuser d'être démantelé dans le cadre de la recherche, étant donné que c'est une machine, donc une propriété. Et ici, on touche quelque chose d'assez important qui concerne finalement les droits de la personne, mais plus généralement des entités. Est-ce qu'il faut nécessairement être une personne, être considéré comme une personne par les êtres humains pour avoir des droits? Et là, on se rend bien compte qu'on touche tout de suite aux droits des animaux, aux droits des milieux naturels, bien entendu aux droits des machines. D'accord. Et là, il y a quelque chose qui va être important dans cet épisode qui va être mis en place. C'est un tribunal. Data va être confronté à un accusateur et à une défense, heureusement. Donc l'accusation
qui essaye de prouver que Data est bel et bien une machine, donc une propriété, va présenter deux éléments fondamentaux. Tout d'abord, eh bien, étant donné que Data est humanoïde, eh bien c'est par ressemblance qu'on lui accorde un quelconque droit. On part du principe que c'est un sujet. En fait, Data, c'est le sujet d'un anthropomorphisme, tout simplement. On part du principe qu'il est humain, parce que ce n'est pas une boîte sur des roues. Mais si c'était une boîte sur des roues, on n'aurait pas ce tribunal, on ne se poserait pas la question. Le deuxième point que va démontrer l'accusation, c'est tout simplement que Data est corporellement une machine. Donc il démantèle le bras de Data, il le présente comme pièce à conviction, et ils disent regardez, il ne souffre pas. C'est littéralement comme si j'avais retiré un écrou de je ne sais quel objet technique. Donc en réalité, Data est bel et bien une machine. Il a d'autant plus un bouton on-off, donc c'est littéralement comme un grille-pain. C'est-à-dire, c'est une machine, je l'allume, elle effectue des fonctions, je l'éteins ensuite. À partir de ce moment-là, c'est quand même un argument qui est extrêmement fort et extrêmement violent naturellement. Et de ce fait, l'accusation va faire, la défense, va faire lever la séance. Le capitaine Picard, qui s'occupe de la défense, va aller discuter avec un personnage tierce. Ce personnage tierce, vous connaissez peut-être l'actrice qui le joue, elle s'appelle Whoopi Goldberg, fameuse actrice noire américaine. Personnage très important, et l'actrice, clairement, n'a pas été prise au hasard pour cette scène. Parce qu'en fait, le capitaine Picard et Guinan, donc c'est le personnage qu'elle joue, vont discuter ensemble, et Guinan va souligner l'élément suivant. Mais en réalité, le problème n'est clairement pas que Data soit une machine. Le problème, eh bien, c'est le concept de propriété. Parce que l'humanité a eu tendance, me semble-t-il, à s'approprier des entités qui n'étaient pas des machines, à savoir des êtres humains. Et là, elle fait explicitement référence à l'esclavage. Et donc ici, on a quand même un retournement didactique extrêmement important, extrêmement fort. Et c'est ce que le capitaine Picard va finalement donner comme information quand il fait la défense de Data. Il va dire, en réalité, nous aussi, nous sommes des machines, juste des machines biologiques. Ça fait écho à la présentation qu'on vient d'avoir juste avant, ce qui est intéressant. Mais également, eh bien, nous sommes créés par des humains, nous sommes créés par nos parents, et pourtant nous ne sommes pas considérés comme des propriétés par nos parents. Et par ailleurs, s'il venait à être créé plusieurs data, puisque l'objectif c'est de créer d'autres androïdes, eh bien dans ce cas-là, le problème, c'est qu'il suffit qu'il y ait quelque chose, même d'infime, qui fait que ce ne soit pas uniquement des machines, pour que ce soit de l'esclavage et une appropriation, potentiellement d'un peuple. Et en fait, l'argument est très fort et finalement va effectivement remporter cette controverse. Et en la remportant, la juge va déterminer que Data, oui, a le libre choix de se soumettre ou non à l'expérimentation de Maddox. Pourquoi c'est important? On va reboucler ici 2 secondes sur le titre. Comme je vous ai dit, il s'appelle Measure of a Man. Il ne s'appelle pas Measure of an Android. La question n'est pas du tout de savoir finalement quelle est la nature de Data. Peu importe en réalité quelle est la nature de Data. La question c'est Measure of a Man. Quelle est la nature, quelle est la mesure de l'humain? Et en réalité, ce qu'on comprend dans ce tribunal, le message qui est fait passer, qui passe finalement, c'est tout simplement que ce qui est en jeu actuellement, c'est l'humanité elle-même, la façon dont l'humanité juge les autres entités, c'est cela qui est mis en jeu. L'humanité sera jugée à la façon dont elle juge autrui. Et en réalité, c'est là que l'humanité est elle-même en tribunal, devant ce tribunal symbolique. Et ça, c'est extrêmement important, j'en reparlerai un petit peu. Tout simplement parce que, et c'est là où viennent les éléments historiques, eh bien, il est important de se souvenir que ça a vraiment eu lieu dans notre histoire, ce genre d'éléments. Et c'est pour ça que la controverse de Valladolid me semble emblématique. Tout simplement, eh bien déjà, elle reprend un peu cette idée du tribunal. On a vraiment une formalisation à peu près identique à cet égard. Et puis, elle nous thématise à nouveau cet enjeu de l'esclavage et du statut des personnes. La controverse de Valladolid, c'est un événement historique qui a eu lieu entre 1550 et 1551. Donc en pleine colonisation par la monarchie hispanique des autochtones d'Amérique, des natifs d'Amérique. Et là, ce qui est important, c'est que la question qui va être posée, c'est la question du statut de ces personnes qui sont colonisées et de ce fait appropriées par les colons. La question est importante parce qu'en réalité, il n'est pas question de leur âme. La question qui avait été posée auparavant, c'était les autochtones d'Amérique ont-ils une âme? Eh bien oui, le pape Paul III a statué en ce sens des décennies auparavant. Donc effectivement, ces gens ont une âme. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fonctionne dans une société qui visiblement s'approprie des êtres qui sont considérés à l'époque comme ayant une âme? C'est un registre très chrétien, bien sûr. Ici, on va avoir 2 rhétoriques qui vont s'opposer, 2 argumentaires. On va avoir d'un côté Las Casas, qui fait la défense des autochtones d'Amérique,
et qui nous dit que, il reprend cela à la rhétorique paulinienne, la rhétorique de Saint Paul, il nous dit que, eh bien, étant donné que nous sommes tous fils de Dieu, eh bien, il y a une commune fraternité, une commune humanité. Et s'oppose à lui Sepulveda, qui lui considère qu'il y a une hiérarchie, c'est-à-dire qu'il y a, selon lui, des peuples inférieurs et des peuples supérieurs. Et en cela, il s'appuie sur une relecture chrétienne du XIIIe siècle. Saint Thomas d'Aquin, au XIIIe siècle, va beaucoup relire la philosophie grecque antique. Et donc ce christianisme du XVIe siècle est très influencé par cette lecture. Et le maître à penser de Sepulveda, si je vous parle de philosophie grecque antique, eh bien c'est Aristote. Parce que Aristote a une théorie de l'esclavage. Et Aristote nous parle notamment des esclaves nés. Selon lui, eh bien, un esclave né, c'est celui qui reconnaît la raison, mais qui ne la possède pas. Et là, on a quelque chose de très fort. Parce que l'argumentaire de Sepulveda, c'est de nous dire, eh bien, c'est le cas des autochtones d'Amérique. Ce sont des esclaves nés. Ils reconnaissent la raison, mais ils ne la possèdent pas. Posséder la raison, c'est posséder ce qu'Aristote appelle une âme dianoétique. C'est considéré comme le plus haut degré, la plus haute faculté de l'âme de raison. Et ici, si on revient à Data, on a quelque chose d'intéressant parce que au tribunal, dans Star Trek, il est impossible de considérer que Data ne possède pas la raison, ne possède pas une forme d'intelligence quelconque. C'est impossible à soutenir. Or, de ce fait, on se rend compte qu'il y a deux pôles. Ou bien l'humanité a tendance à hiérarchiser les êtres, tout simplement. Et à partir du principe, eh bien, voilà, qu'il y a mettons, des peuples, des ethnies, des cultures supérieures à d'autres. Cela fonctionne aussi, par exemple, si on prend une répartition entre genres, les droits des hommes et les droits des femmes ne sont pas encore totalement égalitaires. Et nous avons également un principe où l'humanité a tendance à statuer sur le fait qu'elle possède quelque chose en propre, que ce soit l'âme, la conscience, la raison, ça a apporté de nombreux noms, mais que le reste, quelque chose d'autre, la nature, les animaux, les machines par exemple, ne possèdent rien, ou en tout cas ne possèdent pas cette spécificité fondamentale. Et ici, on a vraiment ces deux enjeux qui, avec l'exemple de Valladolid et l'exemple de Star Trek, tout simplement, vont se rejoindre. Et il me semble qu'à ces deux enjeux, il faut apporter un dépassement. Et ici, ce dépassement, je l'ai trouvé de manière extrêmement simple dans un petit texte de Michel Fabre, qui lui aussi traite de la controverse de Valladolid. Michel Fabre nous dit, c'est très simple, mais ça fonctionne extrêmement bien, la similitude s'éprouve avant de se prouver. C'est éclairant, tout simplement parce qu'il est facile de prouver des différences entre les hommes et les femmes, entre différentes cultures. Il est facile de prouver des différences entre les animaux et les humains, entre les machines et les animaux, mais il est beaucoup plus difficile de parvenir à éprouver une similitude commune, qui soit une similitude pour un vécu que l'on ne connaît pas et auquel on a du mal à se rapporter. Et c'est dans cette reconnaissance affective, cette espèce de dépassement, de rencontre avec autrui, à mon avis, que peut se penser quelque chose qui soit vraiment de l'ordre du voir plus loin. Ici, ce qui est intéressant, c'est que nos imaginaires, avec notamment la question de la science-fiction, sont déjà bien infusés de ces questionnements. On va avoir, bien entendu, dans la science-fiction, toute la question, par exemple, de la rencontre avec l'autre, qui est extrêmement classique, que ce soit un extraterrestre, un alien, un cyborg, etc. Mais aujourd'hui, ce qui est intéressant, à mon avis, c'est vraiment d'ouvrir plus largement, philosophiquement, une perspective anthropologique. Anthropologique, c'est le langage de l'humain, logos, d'accord ? Et à mon avis, c'est précisément ce qui permet à cette anthropologie d'effriter les différences. Parce qu'au départ, ce qu'on appelait le barbare, c'était pas du tout l'étranger qui juste était au-delà de nos frontières. C'était l'étranger qu'on ne comprenait pas. C'était l'étranger dont on ne parlait pas la langue qu'on considérait barbare. Précisément parce qu'on n'arrivait pas à communiquer. Et il me semble que là, il y a quelque chose d'absolument fondamental et très éclairant dans le fait de pouvoir ouvrir notre perspective anthropologique et du coup de pouvoir partir du principe que oui, nous allons éventuellement réussir à communiquer ou du moins à vivre en bon accord avec des altérités, des êtres, des autres auxquels nous ne pouvons pas référer en termes de vécu et qui ont un vécu distinct du nôtre. Et ici, pour revenir très rapidement sur une citation assez fondamentale du capitaine Picard, eh bien, il nous dit tout simplement qu'en réalité, cet effort que nous faisons, ce tribunal de l'humanité, cet effort que nous faisons pour mieux comprendre autrui, eh bien, cela va déterminer ce que nous sommes, nous-mêmes. Voilà. J'espère que j'étais dans les temps et que vous avez apprécié cette intervention. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et surtout, merci aux organisateurs de m'avoir permis de discuter aujourd'hui de ces éléments. Merci à vous.